Ah bah voilà, nous retrouvons qu'au moins une fois par semaine, c'est un permanent, François Martin, mais un permanent comme on dit dans l'éducation Poitiers. nationale, en TZR. C'est des Voilà. titulaires en zone de remplacement. Je vais être Mais il un est toujours TZR. J'avais pas encore ça dans mon le escarcelle. TZR. Ah bah oui, oui, ils sont titulaires, mais alors ils vont à droite à gauche. Mais avec talent, c'est pas des Et ben, ça me bouffons, va, moi, attention, ça me hein. va très bien. Oui, oui, Ce oui, sont des oui. titulaires, ils ont un Ouais. sacré niveau. Voilà. Quel plaisir d'écouter Pierre Conessa, alors. Quel plaisir. Oui, bah oui, Voilà. oui, je crois que vous connaissez, et On se puis connaît bien, je pense oui. que tu l'avais déjà invité. On rappelle Oui, que François Martin, outre ses livres, mais ça on en parle souvent, oui, un basculement, l'Ukraine, un basculement du monde, le temps des oui, fractures, bientôt le troisième, il est en cours d'écriture, oui, mais exact. aussi François Martin, c'est le co-fondateur à la fois du Nouveau Conservateur de Paul-Marie Couteau et puis le club Leteria. Et dans ce club C'est ça. Leteria, il y a des invitations. Je pense que Pierre Conessa avait déjà été invité. Oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Et il est invité au prochain dîner qui a lieu mercredi de la semaine prochaine, voilà, le 10. Sur la Chine, évidemment, Ouais, sur la Macron Chine, ouais. revient de Chine. Oui, 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 bah, tiens, et la Chine dans tout ça. On parle beaucoup de la Russie, mais il y a la Chine derrière. Comme toujours, les Chinois, on va peut-être en parler un peu plus, mais les Chinois font les choses d'une façon discrète, comme le rapprochement entre Téhéran et Riyad était quand même. Le jour où on apprend ça, c'est une déflagration totale sur le plan diplomatique, mais ils en ont pas parlé, ils n'ont pas dit, ils ont pas. Et là, en fait, le phénomène absolu, c'est le basculement sinophile de toute l'Amérique latine, c'est-à-dire la fin de la doctrine Monroe, je dirais. D'où le problème du Venezuela, où en fait, les Américains se trouvent confrontés à leur propre impéritie, je dirais. Hein. Essayer de rattraper par la force ceux qui n'ont pas su garder par la diplomatie. Voilà. Reprendre le mot de la mère de Boabdil quand il quitte Grenade, qui lui dit pleure maintenant. Enfin, je vais pas me faire. Les féministes ne vont pas m'aimer, mais c'est la mère de Boabdil qui lui dit ça. Pleure maintenant comme une femme ce que tu n'as pas su défendre comme un homme, elle lui dit. Ils sont sur les hauteurs de Grenade en train de foutre le camp, et pendant ce temps, les soldats comment elle s'appelle, d'Isabelle la catholique sont en train de rentrer. Elle lui dit un endroit qu'on visite toujours qui s'appelle El Suspiro del Moro, le soupir du mort au-dessus de Grenade. Voilà. Donc là, ils n'en sont pas, c'est pas la méthode Trump de pleurer comme une femme ce qui n'a pas su défendre comme un homme, mais en tout cas, c'est, à mon avis, l'halali de la domination américaine, parce que c'est véritablement l'arrière-cour américaine et ça va changer complètement les choses, complètement les choses. Bon, c'est un des aspects importants de ce qui se passe aujourd'hui, de multiples choses qui se passent aujourd'hui. Mais pour reprendre un petit mot juste de ce que disait Pierre tout à l'heure sur le basculement du monde, c'est tout à fait frappant et c'est une des raisons qui explique nos problèmes aujourd'hui. C'est que tu sais que je fais tous les 2 ans une manifestation à l'école militaire avec l'IHEDN Île-de-France qui s'appelle les Assises de la géopolitique, une journée complète qui a eu lieu mardi dernier, et c'était les États-Unis qui était le thème qui avait été choisi. Et pour la première fois, c'est pas moi qui ai piloté le panel, puisque en fait j'ai rendu la présidence du club il y a un peu plus d'un an. Donc, si tu veux, le panel a été choisi, mais j'ai pas eu mon mot à dire pour dire non, plutôt celui-là ou plutôt celui-là. Donc, le panel a été constitué par l'équipe, mais moi, je me suis moins investi parce que j'ai les livres, etc. Et j'ai été sidéré par les débats et par le caractère otanesque, si tu veux, généralement des intellectuels français venant de l'IFRI, de différents organismes. Et si tu veux, il y a, à mon avis, je n'ai pas, sauf après, où on a eu en particulier
une intervention de notre ami Renaud Girard tout à fait intéressante, mais sinon c'était, je dirais, la guimauve pro-otanienne qui a prévalu sur les 40 dernières années, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas entendu de paroles fortes, en tout cas très peu, sur une nouvelle géopolitique du monde, tout simplement. Donc, il y a, je dirais que cette capacité à vivre dans le passé est tout à fait extraordinaire. Je ne sais pas comment c'est en Angleterre, en Allemagne et ailleurs, mais chez nous, la pensée est totalement rassie, sauf, je dirais, chez les médias un peu disruptifs comme nous le sommes. Mais sinon, je n'imaginais pas à quel point ils sont, si tu veux, ils sont pro-démocrates. Trump est méchant, merci l'OTAN, heureusement qu'on est là pour nous défendre contre les méchants Russes. Enfin, c'est pratiquement ça. C'était ahurissant comme discours. Ahurissant. Et je pense que c'est un des problèmes, c'est le caractère totalement raci et oligarchique, parce que ça va en même temps, parce que quand tu te tiens par la barbichette entre soi, c'est comme les alliances de voleurs, le premier qui part se fait tuer par les autres. On sait que c'est faux, mais il faut pas se quitter. La notion de débat disparaît dans les systèmes oligarchiques complètement, puisqu'en fait c'est tourné sur les intérêts des uns et des autres, comme le disait Pierre Conesa très justement. C'est-à-dire on veut son rond de serviette, on veut sa place, son poste dans l'administration, après on veut son poste dans une banque ou dans un cabinet de conseil ou un cabinet d'avocats. Donc, il faut surtout pas mettre en cause le consensus, et encore moins lorsqu'on sait que le consensus est très fragile et sur le point de changer. Donc, la notion de basculement du monde, non seulement n'est pas intégrée, mais elle doit être repoussée de toutes ses forces, comme ça a été d'ailleurs à la fin du système communiste. C'est pour ça que la première décision de Gorbatchev, ça a été de libérer la parole, parce que c'est comme ça que tout le monde pense faux, tout le monde sait qu'on pense faux, mais personne ne veut dire attends, sauf chez nous, hein. Et nous, on est bien dans un ghetto. Personne, on n'a pas accès. Pourtant, je pense qu'on a un discours qui tient la route, mais on passe pas dans les grands médias. Personne ne vient nous chercher en disant alors. Ouvrons les fenêtres et laissons passer la lumière laissons passer la lumière et le vent de nouvelles idées et confrontons. Voilà. Les périodes où on confronte plus, c'est les périodes finales et c'est ce qu'on vit. Hein. Voilà. Donc, François, on va revenir oui. À ce qui se passe en Europe quand même, et en dire quelques mots. L'agressivité européenne, la volonté si ce n'est d'en découdre, en tout cas d'empêcher le processus de paix. Est-ce que ce processus de paix a du plomb dans l'aile actuellement, suite à la visite de Witkoff à Moscou? Combien de fois ils ont été très polis, les Russes, mais bon, en disant ils peuvent venir, on les recevra 15 fois, 20 fois encore si c'est nécessaire. Ça donne l'impression que la paix va pas être signée, conclue demain. Madame von der Leyen donc veut mettre la main sur le pactole par tous les moyens, les 100, 200 ou 300 milliards d'actifs gelés de la banque russe, entre autres en Belgique. Raphaël Glucksmann, tiens, celui-là on l'entendait, on a longtemps qu'on ne l'avait pas entendu sur les sujets géopolitiques, appelle les dirigeants européens à ne pas être des serpillères à tyrans. C'est incroyable. C'est le discours pro-oligarchique, démocratie, oligarchie égale démocratie, et les régimes qui fonctionnent et qui font 80% de bonnes intentions, ceux-là, c'est les régimes de tyrans. On connaît ce discours par cœur. Mais donc, tu veux que je te réponde à ça? Bah moi, je veux que tu me répondes un peu sur l'état des négociations, l'état du bellicisme. Je vais te dire signature non, accord oui, forcément. Parce que si tu veux,
tu te souviens que la dernière fois, lorsqu'on en avait parlé, tu m'as dit, ou on s'est dit, bon, ça va être signé, on est au bout de le poisson est au bout de la ligne, là, c'est bon. Je t'ai dit, attends, connaissant Trump, il va encore nous faire un flap après le flip. Et c'est ce qu'il a fait. Parce qu'il ne veut pas risquer en aucune façon que ses opposants de l'intérieur, qui sont le seul véritablement problème dans l'affaire, parce que ce n'est pas les Européens, c'est les oppositions internes dans le camp de Trump, lui mettent le feu à son congrès. Donc, à chaque fois, s'il voit qu'ils ne sont pas contents, il renvoie je dirais, un petit morceau de viande à Zelensky et aux Européens en leur disant « discutez donc à Genève en sachant que ça n'arrivera pas au bout ». Mais si tu veux, là aussi, il faut regarder les fondamentaux. Les fondamentaux, il y en a deux. L'un, c'est la perte de légitimité de Zelensky, et on l'a un peu aidé avec la corruption. Enfin, on lève le voile sur la corruption, qui est évidemment beaucoup plus grosse que cette affaire, mais ça va pourrir le régime de l'intérieur et tous les proches de lui qui vont avoir peur de se faire arrêter vont foutre le camp à Dubaï, qui aux États-Unis, qui en Israël, et petit à petit, ça va vider son cabinet, donc il va se retrouver tout seul, jusqu'à ce qu'on lui suscite quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est provoqué. Et l'autre, évidemment, c'est le résultat des armes, forcément. La prise de Pokrovsk, ça y est, qui est confirmée, et demain, la prise de Slaviansk et de Kramatorsk, qui va compléter si tu veux, le programme russe avant la deuxième session qui ira jusqu'à Odessa si on lui donne pas ce qu'il veut, si on n'accorde pas ce qu'il veut. Donc, si tu veux, les fondamentaux vont vers la fin obligatoirement. C'est aussi pour ça que Trump, en fait, ne se presse pas parce que il sait que de toute façon, à un moment donné, il dira à ses ultras, ben, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez négocier? Il n'y a rien à négocier puisqu'ils ont tout pris. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, il les mettra devant le fait accompli. Alors, c'est pas intelligent sur l'avenir, je veux dire, parce que ce qui manque là-dedans, c'est le panache, je dirais. Et c'est la capacité à dire, bon, ben, ok, à se tenir, à montrer qu'il est le patron, en fait. Il est en train de faire en sorte que c'est les choses qui décident, mais pas lui, en fait, c'est ça, en quelque sorte. Donc, c'est pas... Il abîme son image pendant qu'il fait ça. Mais, bien sûr, donc si tu veux, moi je me mets à la place des BRICS, ils disent, comme disaient les Nigérians à propos des policiers de Lagos qui n'avaient pas d'armes, ils disaient que c'était des toothless tigers, ils les appelaient, des tigres sans dents, toothless tigers. Donc on va dire les États-Unis, c'est un toothless tiger, c'est un tigre sans dents. Donc allons-y, attaquons-les ici ou là, etc. Et les prochains endroits où on va les attaquer, c'est en Amérique du Sud, évidemment. Où là, le renforcement va se faire. Moi, je serais un stratège chinois ou russe, je me dirais, bon, allons dans leur arrière-cour. Hein. C'est ça qu'on va faire. Enfin, c'est quand même absolument ahurissant que Trump se soit aperçu lorsqu'il prend le pouvoir que les deux ports Atlantique et Pacifique du canal de Panama sont tenus par les Chinois. Enfin, par les Chinois. Ils ont quand même dû regarder ça depuis le lait sur le feu, comme le lait sur le feu depuis 50 ans et jamais laisser quelque capital que ce soit autre que les capitaux américains garder le contrôle de ce truc-là. Enfin, quand tu réfléchis à ça, tu te dis, mais ils ont... en plus du fait que toute l'Amérique latine est sinophile et les Chinois sont les premiers investisseurs, mais si tu veux, c'est un signe incroyable que le Mexique soit le principal importateur de fentanyl qui passe ensuite aux États-Unis et qui détruit de l'intérieur la société américaine et que ça vient et que jamais ils aient cherché à punir véritablement à cause de ce trafic infâme, à punir le gouvernement mexicain depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les démocrates? Tu vois ce que je veux dire? Néocons dans les mots, mais en fait dans la réalité. Alors, tu vois, la seule personne qui a donné un peu un discours un peu, je dirais,
rebrousse-poil lors de cette journée à l'école militaire, c'est moi en fait. Parce qu'à un moment donné, j'ai posé la question, est-ce que vous voyez pas que les États-Unis sont dans une impasse stratégique totale, parce qu'ils disaient vive les États-Unis, restons avec eux, etc. Ils nous protègent, merci l'OTAN. Enfin, c'était le discours général. Je dis mais attends, est-ce que vous regardez ce qui se passe? Et ils m'ont dit non, pas du tout, mais je me trompe complètement, etc., etc. Donc, si tu regardes les choses, la défaite américaine est totalement annoncée. Hein. Donc, pour répondre à ta question, de toute façon, la paix va se faire. Donc, alors, les Européens confèrent la France, ils sont également dans une impasse stratégique totale, pour moi, c'est évident. Ils continuent ce discours qui les enfonce de plus en plus. Et à un moment donné, il y aura forcément la paix puisqu'elle est inscrite dans les astres. Donc, je pense que cette génération de politique va être obligatoirement balayée. Elle va être balayée. Elle aura plus tout ce qu'elle a dit. Il va se passer exactement le contraire. Comment tu veux qu'elle reste? Elle sera complètement délégitimée. Alors, est-ce qu'ils peuvent piquer l'argent russe des 300 milliards? À mon avis, non. Parce que, si tu veux, la Banque centrale va s'y opposer. Je ne sais pas si elle ne s'est pas déjà opposée, d'ailleurs. Parce que si la Banque centrale laisse piquer 300 milliards, ben, tout le monde enlève ces milliards de la Banque centrale. Tu vois, c'est fini. Tout le monde s'en va. Donc, elle va se retrouver, c'est la fin de l'euro. Donc, je dirais qu'à la limite, s'il les pique, c'est l'harakiri finale. Donc, je le souhaiterais presque. Ça serait vraiment la connerie définitive. Parce que alors là, on vit la crise financière totale et on vit la fin de l'Europe encore plus vite que d'attendre que l'Allemagne dise moi, je vais en Russie pour récupérer du pétrole et du gaz pas cher. Tu vois. Mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Donc, ils n'ont pas. Alors, l'Ukraine va être en rupture de paiement à partir de février prochain. Oh ben, c'est évident. À mon goût total. Non, mais j'avais fait un chapitre sur la guerre économique dans mon. Parce que là, ils font les fonds de tiroir. Hein. Il y a 8 à 9 milliards ça coûte par mois. En plus des armes, en plus. Ça coûte 8 à 9 milliards par mois. Par mois. Donc, Biden a fait voter dans les derniers jours de sa présidence un gros paquet de, je crois, 60 milliards, quelque chose comme ça. Donc, 6 x 9, 54, ça fait 6 mois. Tu vois 6 mois. Donc, regarde, donc tu es après janvier, février, mars, avril, mai, juin. Bon, on est à la fin. Donc, les Européens n'ont pas d'argent. Les Américains ne veulent plus payer. Donc, c'est la fin. C'est la troisième raison. La première, c'est la corruption. La deuxième, c'est le résultat le verdict des armes. Et la troisième, c'est l'argent. Et Trump ne paiera pas, ça, c'est pas possible. Il ne paiera pas. Donc, attendons que le fruit tombe, je dirais, c'est ça. Alors, s'il y a et à mon avis, si on est dans la logique des choses, le consensus européen va craquer aussi. Parce qu'on voit que aujourd'hui, la coalition des volontaires, mais au fur et à mesure que les portes vont se refermer, si tu veux, il y a un certain nombre de pays européens qui vont dire attendez, mais on va dans le mur, moi je veux pas, hein. Ils vont partir. J'attends de voir le premier qui va aller à Moscou, moi. Tu vois ça, moi, je le vois pas pour l'instant. Hein. Je le vois pas pour l'instant, ça. Donc, on racle les fonds de tiroir. De toute façon, ça fait du bien parce que ça empêche ça ferme la bouche des populations européennes. Bon, moi, je me mets à la place de tous ces gens-là. Ils ont vécu la période du Covid comme la plus belle période de leur carrière politique. Jamais ils n'auraient pu rêver de dire aux gens, tu bois ton café, tu t'assieds, tout le monde s'assied. Tu cesses de boire ton café, tu te mets debout, tout le monde se met debout. À 6 heures, tu rentres chez toi. Si on te retrouve à 6h05, on te met une amende de 145 €. Est-ce que tu as ton papier? Enfin, c'était fabuleux. Et tous les soirs, la télévision s'ouvrait sur le nombre de morts. Tous les jours.
C'était extraordinaire, cette période-là. Ils se sont dit, mais ça marche, ça marche. Donc, ils essayent de nous le refaire, mais ça marche moins. Hein. Donc, ils sont dans cette logique. La peur, la peur, la peur. Ouais. Ils sont dans cette logique, mais c'est une logique interne. Mais le problème, c'est qu'après, bon, à la fin du Covid, il n'y a pas, si tu veux, de vainqueur et de vaincu. Tandis que là, c'est clair, là. Bah, c'est ça, c'est ça. La différence entre le Covid Ah oui, et la guerre en Ukraine, c'est qu'elle est réelle. C'est une guerre de haute intensité. Le Covid, voilà, c'était une grippette. voilà, c'est ça, Et oui, exactement. et oui, et oui. Et si tu veux, c'était pas facile après la guerre du Covid de dire on a gagné, on a perdu. Tandis que là, on leur dira, ben, vous avez perdu. Et alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est, j'ai pensé à quelque chose que je livre. Oui, vas-y, parce que À moi, je nos... vois pas comment ils vont sortir de. C'est vrai, je suis d'accord, moi, avec ça. Par contre, je ne vois pas, parce qu'il y a quand même une pression sur chacun des États membres de l'Union européenne. J'en vois pas un tout d'un coup, à part les mêmes, mais ça, c'est les Slovaques, les Hongrois. Mais je ne Oui, vois pas du tout. Même l'Italie, je ne parle pas des Allemands, des Français ou des Britanniques, aller demain, ou les Polonais, ou les Baltes, aller demain refaire du commerce, même si, semble-t-il, c'est une des carottes que tend aujourd'hui Trump à Poutine. Mais ça, c'est pour les Américains, justement. bien sûr. Donc, ils sont dans une logique interne, la peur, etc. Mais comment ils en sortent? Ben, je pense qu'ils n'en sortent pas. Regarde encore mardi, tout le monde m'a dit vive l'OTAN, alors que l'OTAN prend une pâtée. Moi, je leur ai dit combien de fois vous avez prononcé le mot Ukraine dans votre journée? Combien de fois vous avez prononcé le mot Oreshnik? L'hypersonique est maîtrisé par les Russes, par les Chinois, par les Iraniens et par aucun des Européens ni des Américains. Attends, rien que ça, tu me parles du pays de l'innovation aux États-Unis, mais c'est pas le pays de l'innovation. Tu as beau avoir 1000 milliards de dollars de budget militaire, vous n'êtes pas capable de sortir des missiles hypersoniques, donc vous êtes foutus. Donc, si tu veux, moi, je me dis, une des raisons pour lesquelles Trump, et après j'essaierai de répondre à ta question, une des raisons pour lesquelles Trump aussi renvoie la balle aux Européens en leur disant tenez, discutez, c'est une des raisons, ça peut être de dire bon ben je peux pas m'opposer à mes. Chaque fois que je ramène un papier de Moscou disant qu'on s'est d'accord, il y a Lindsey Graham qui se roule par terre, qui bave, qui se met à pleurer et qui trépigne et qui dit je vais faire péter le Congrès. Mais l'autre raison aussi, ça peut être, ben, laissons ces imbéciles d'Européens leur s'arranger en disant qu'ils discutent, et nous, pendant ce temps, on prépare tranquillement la suite, on fait les contrats. Il y a quand même quelque chose qui est étonnant, c'est que si tu veux, moi j'avais été frappé que dans la délégation à Anchorage, l'une des personnalités les plus importantes, c'était un type qui s'appelle Kirill Dmitriev, qui est le conseiller russe aux investissements étrangers. Et il est principalement le principal interlocuteur, semble-t-il, ou l'un des principaux interlocuteurs de Witkoff aujourd'hui. Oui, oui. Ça veut dire qu'on est dans la fabrication des carottes en ce moment. Oui, oui. On n'est pas dans les bâtons, on est dans les carottes. Oui. Et ça prend du temps. Donc, si tu veux, le jour où les Européens vont sortir de leur torpeur ou de leur folie ou de leur discours formaté type Pravda, et on y est de plus en plus, ce jour-là, il n'y aura plus rien à négocier parce que les Américains auront tout pris. Je me demande si c'est pas un peu une fausse piste aussi que Trump est en train de leur envoyer pour qu'ils perdent le temps, si tu veux, à discuter de trucs qui de toute façon sont déjà actés. Je rappelle encore une fois ce que j'ai déjà dit, que pour moi, la doctrine américaine, elle est dans la conversation de Rubio avec Megyn Kelly. Parce que Rubio est le premier personnage de l'État américain qui a été validé par la commission du Congrès après l'élection de Trump et après, évidemment, le choix de Vance. Donc, c'est le premier. Et sur 99 personnes de la commission, il a été élu par 99 personnes. Donc, il n'y a pas eu une seule personne, alors que tu te souviens, le choix, par exemple, de Kennedy Jr. a été beaucoup plus compliqué, etc. Mais lui, il a eu tout le monde. Et 10 jours après, il fait une grande interview à Megyn Kelly. Donc,
il y a la doctrine américaine dedans. Et dans la doctrine américaine, il y a forcément la doctrine officielle, elle est dans cette négociation, dans cette discussion. Et il dit deux choses. Il dit de toute façon, maintenant, dès le début, il dit le monde a vocation à être dirigé de concert entre les Américains et les Chinois, avec dans une certaine mesure les Russes. Donc on est ou un duo ou un triumvirat aujourd'hui. Donc c'est ça notre souci. Et la deuxième chose, elle lui dit, et l'Ukraine, il dit, Ukraine has lost. Tout de suite, en un seul mot, il dit, ils ont perdu. Donc ça veut dire que le constat de l'équipe Trump, c'est que en janvier, quand ils arrivent, c'est que l'Ukraine a perdu. Donc c'est clair. Donc le reste, on amuse la galerie depuis lors. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils savent parfaitement ce qu'il en est dès le début. Et d'ailleurs, Trump le dit, encore une fois, il l'a dit, les Russes n'ont jamais perdu une guerre. Il l'a dit à Zelensky. Donc, si tu veux, dans l'équipe de Trump, ça ne fait aucun doute. Alors après, qu'il y ait comme toujours des ultras, comme il y a des ultras chez les Russes qui disent « Mais pourquoi l'Amérique se laisse faire, se laisse battre vous êtes des mecs, vous n'êtes pas des mecs, vous battez pas, etc. » Donc, il compose avec ces gens-là, mais je veux dire, le constat, pour moi, il est parfaitement clair. Donc, il attend le moment simplement où il n'y aura plus rien à négocier. Je pense que c'est ça. Alors maintenant, les Européens, comment en sortir? Comment en sortir? Ben, tu vois, encore mardi, on me disait vive l'OTAN, on me disait. Et quand je disais attends, l'OTAN prend une pelle, vous ne prononcez pas le mot Ukraine. Ah non, mais c'est pas vrai. Regardez quelle puissance, le pays de l'innovation, etc., etc. Donc il y a la force du discours passéiste et des anciens équilibres sur lesquels tout le monde touche, tout le monde gagne, tous les gens se sont placés dans les postes importants en fonction d'une doctrine qui est partagée. C'est comme, on est à la fin de l'URSS complètement. Complètement. C'est ça le problème qu'on a. Donc, ça défie toute logique. L'URSS, ils avaient avec Gorbatchev pris conscience des limites de leur folie idéologique. J'ai pas l'impression. C'est ça, parce que c'est Gorbatchev, et disons que les Européens. Hein. Van der Leyen, c'est pas Gorbatchev, c'est Andropov, je dirais, tu vois. Bah, en tout cas, c'est pas Gorbatchev. Hein. Non, on en est loin de la fin là. Justement. Mais la pression est tellement forte, ça va craquer. À un moment donné, ça va craquer. Quand il n'y a pas de souplesse, ça craque et ça tombe. Ça va tomber. Qu'est-ce que tu veux que, je veux dire, regarde le président français, ses discours, va-t-en guerre, etc. Est-ce qu'il va envoyer des soldats? Tu penses une seconde qu'il va envoyer des soldats? Moi, je ne l'ai jamais pensé une seconde. Ils vont se faire tuer dans la semaine. On n'enverra pas de soldats. Il y a un élément qui est la corruption. Est-ce que les Américains iront jusqu'au bout? Puisque là, c'est un thème que tu connais bien, tu as été un des premiers à en parler. C'est cette énorme machine à laver de la corruption avec ces milliards, ces centaines de milliards qui circulent de l'Europe vers et des États-Unis vers l'Ukraine, qui revient en partie en Europe. Et aux États-Unis. L'opération Midas s'est lancée au niveau ukrainien. Est-ce que les Américains ont les moyens? On se demande ce qui se passe un petit peu là actuellement avec la vice-présidence des Affaires étrangères à Bruxelles, avec Kaja Kallas et son prédécesseur, qui s'est retrouvé placé en garde à vue. Est-ce que les Américains pourraient pousser, parce qu'ils en ont marre, tout simplement, de ce que nous faisons, que Trump a une logique qui est de se rapprocher des Russes pour, on le sait, tu l'as déjà dit aussi 100 fois, pour aller vers le conflit avec la Chine, et que donc ils vont les liquider, est-ce que les Américains peuvent liquider cette fausse élite, cette oligarchie européenne corrompue, en lançant justement des questions et des affaires de corruption, que l'on sache ce qui s'est passé, ce qui pourrait en effet être fatal? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que j'ai constaté que Trump est un type qui ne va pas jusqu'au bout de ses options. De toute façon. C'est le risque. Ouais. Il laisse tomber il fait en sorte que les fruits pourrissent et qu'ils tombent d'eux-mêmes, mais lui, il ne va pas jusqu'au bout des options. Or,
cette lessiveuse qui représente, je dirais, une centaine de milliards par an, je dirais, dont on dit qu'il y a entre 10 et 40% ou 50% qui est détourné. Donc ça fait quand même entre 10 et 40 milliards qui sont détournés et dont une bonne partie revient chez les décideurs au départ. Parce que si moi je suis un Américain corrompu, je vais pas voter les crédits de guerre si je touche pas, tu vois ce que je veux dire, quand tu es dans cette logique. Donc, le montant des rétrocommissions, qui est quelque chose que personne n'étudie véritablement, il est gigantesque. Et à travers les avantages, à travers les officines, à travers tout ça, comme il n'y a aucun contrôle, sauf le peu de ce qu'on a vu aujourd'hui, évidemment, ça ressort pas. Alors, si tu veux, si Trump ouvre vraiment les robinets de ce qu'on sait là-dessus, il fait péter non seulement le microcosme et si tu veux, le américain, non seulement qu'on appelle ça l'état profond, mais il fait sauter également tous les directeurs des grandes boîtes de financières et des fabricants d'armes qui touchent eux-mêmes de l'argent de ce qu'ils envoient, tu comprends? Donc, il fait vraiment la révolution. Or, il la fera pas parce que ça touchera son camp aussi, forcément. Ça touchera. Regarde dans l'affaire Epstein. Après avoir dit, je vais faire la lumière dans tout ça, etc., etc. Est-ce qu'il a passé la serpillière? Il l'a pas fait. Est-ce qu'il a vraiment donné les moyens à son oligarque pour sa commission de nettoyage là, comment il s'appelle, le patron de Tesla. Oui, Elon Musk. Elon Musk est parti. Bon, enfin il est parti, il est pas loin parce qu'il a besoin de l'État américain, mais si tu veux, il est sorti. Donc ça veut dire qu'on lui a pas véritablement donné les moyens. Epstein, Trump essaye dans la mesure du possible. Je pense pas que lui-même soit très mouillé puisqu'il est de notoriété publique, qu'il a jamais pris le Lolita Express d'une part, et que d'autre part, le procès Epstein on n'a pas prouvé. Si on avait pu à un moment donné dans le procès Epstein prouver la complicité de Trump dans les histoires de fesses, évidemment qu'on l'aurait trouvé tout de suite. Donc je pense qu'il le fait pour protéger un certain nombre de gens. Donc si tu veux, il assume pas véritablement non plus le rôle de nettoyeur, tu vois ce que je veux dire. Donc l'autre sujet qui est la corruption, il le fera pas non plus. Il le fera pas non plus. Il essaye quelque part malgré tout de conserver les équilibres, les arrangements. Enfin, il n'a pas l'image d'un véritablement. C'est pas Hercule, quoi. Avec les écuries d'Augias, c'est pas ça c'est pas ce que je vois en tout cas. Donc, pour répondre à ta question, non, on n'ira pas plus loin. On en a sorti juste ce qu'il faut pour pousser Zelensky, mais je pense que ça impliquerait trop de gens si on ouvre véritablement les vannes. Tout le monde sera mouillé, partout, en Europe et aux États-Unis, et dans les deux camps, puisque les financiers et les marchands d'armes ne sont ni à gauche ni à droite, ils sont des deux côtés. Donc non, je pense pas. Tu vois? Donc, ça va se faire, mais de toute façon. La fuite en avant des Européens, je relance les questions. Oui, oui. On en parlait avec Oscar Freisinger ce matin, pourrait provoquer une tentative de taxe sous faux drapeau, de bombes sales, de jusqu'où sont prêts à aller les Anglais, les Macron, pour finalement toujours la même chose, c'est-à-dire ce que craint quand même par-dessus tout, ça on peut pas le nier, les Européens,
c'est le découplage avec les États-Unis. C'est qu'ils ne peuvent rien sans les Américains, les Européens, sur l'Europe. Donc, jusqu'où sont-ils prêts à aller pour arrimer? Ouais, il y a des informations intéressantes qui circulent et qui sont données par un certain nombre de véritables experts de géopolitique, tels que j'ai pu en avoir aussi ces derniers temps, qui expliquent que finalement, Biden et les Américains, même si en effet ils ont pu trouver un intérêt à cette guerre avec l'Ukraine, Biden, en 2022, contrairement à Boris Johnson, il était plutôt favorable à ce que cette guerre se termine à peine avait-elle débuté. Donc les Américains, et c'est un pouvoir faible, le pouvoir de Biden, donc les Européens ont réussi finalement à mener la danse et à dicter aux Américains le maintien sur ce théâtre d'opération. Sauf qu'avec Trump, c'est une autre paire de manches. C'est vrai. Et là, est-ce que c'est pas la peur des Européens vraiment majeure qui est que les Américains négocient, aillent au bout des négociations, dont ce que tu dis souvent, des négociations commerciales qui sont plutôt bien engagées, bien sûr, avec les Russes, et puis voilà, et là jusqu'où, et là je me dis les Européens sont prêts à aller très loin, très dangereux. Ils vont aller très loin, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils ont comme moyens? Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont plus que les coups tordus. Ils n'ont plus que les coups tordus et les attaques au drapeau. Mais tu vois, par exemple, le flegmatisme des Russes. Là, j'ai vu, il y a eu un fait divers avec un bateau russe, entre guillemets, enfin, qui vient d'un port russe, un pétrolier, qui a explosé, enfin, qui n'a pas explosé, mais qui a failli couler devant le port de Dakar. Tu es au courant de ça? Tu as suivi ça? Bon. Bien sûr. Bien alors, sûr. Et on pense que c'est les Français en plus là qui ont aidé les Ukrainiens. Alors, je sais pas. Enfin, il paraît. Bon, c'est les Ukrainiens, mais il paraît que j'ai lu dans l'article qu'il y a, je crois, une quinzaine d'attaques de ce type-là. Est-ce que tu entends les Russes véritablement qui en font mention en disant si. Ils ont décidé, ils ont bien dit qu'il allait y avoir des répercussions sur Odessa, en tout cas pour la mer Noire. Oui. Cette nuit, il y a eu des bombardements massifs sur Odessa. Oui, bien sûr, mais si tu veux, c'est pas. Encore une fois, il faut faire la différence entre le stratégique et le périphérique. Le stratégique, c'est pour eux de faire tomber tout l'Occident, et en particulier les États-Unis, par la stratégie du hérisson, dont j'ai jamais parlé, et d'avoir à la main une paix où ils aient pris tout ce qu'ils peuvent, ils aient affaibli profondément leur adversaire, et ils aient, je veux dire que le roi américain leur mange dans la main. C'est ce qui est en train de se passer, et c'est forcément, à mon avis, ce qui va se passer au bout du compte. Et en face de ça, cet objectif que Poutine recherche, non pas depuis 2022, non pas depuis 2014, mais depuis le 31 décembre 1999, date où il a pris le pouvoir, c'est ça son objectif. Et il a attendu patiemment, et maintenant il est en train de gagner. Il va pas flanquer par terre tout son plan au moment où il est à quelques mois d'une victoire totale, en se mettant dans la situation d'une guerre nucléaire, tu vois, d'un conflit aux extrêmes. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est pour ça que les autres le font d'ailleurs, parce qu'ils savent que le premier à calmer le jeu sans le dire, c'est Poutine. Je suis frappé, par exemple, regarde la réaction de Poutine à l'agression à l'époque contre l'Iran. Ils ont renvoyé des S-400 à l'Iran. Ils ont probablement planqué dans la 4e base, parce qu'il y a 4 bases en fait d'enrichissement en Iran. Les Américains ont tapé 3, mais pas la 4e. Bon, j'ai oublié le nom parce qu'elle est co-gérée par les Iraniens et par les Russes. Donc, ils n'ont pas osé taper sur les Russes. Mais si tu veux, j'ai pas senti une défense de l'Iran acharnée. De même, Poutine, est-ce que tu sens aujourd'hui, est-ce que Poutine s'est exprimé en disant que si il continue à emmerder, il continue à emmerder Maduro, c'est la guerre mondiale? On n'a pas entendu ça. Donc, fermer l'espace aérien vénézuélien, c'est quand même quelque chose de très agressif de la part des Américains.
Donc, ils vont armer, ils vont armer l'Iran, ils vont armer le Venezuela, et ils sont en train de le faire, mais en même temps, je les trouve assez mous, les Russes, dans leur agressivité anti-américaine, tu vois. Ils gagnent du temps aussi, parce qu'ils ne veulent pas obérer non plus les possibilités d'acheter les Américains par des contrats mirifiques dès la guerre finie. C'est comme ça qu'ils vont gagner. Donc les Russes jouent un jeu aussi assez subtil, et comme tu le dis justement, les Européens qui eux aimeraient bien, en fait, leur vraie sortie stratégique, c'est de déstabiliser et c'est de délégitimer Trump pour faire revenir les copains démocrates à la fin de l'ère de Trump. C'est ça leur seul véritable objectif, c'est ça. Ils peuvent pas espérer de la guerre, ils peuvent pas la financer, ils peuvent pas piquer les 300 milliards, sinon l'Europe s'arrête. Il faut retarder les choses, faire traîner et espérer que Trump va se planter dans ses prochaines élections. Là, je pense qu'il se trompe, parce que je pense que ce basculement du monde est définitif, mais c'est la seule chose qui me semble logique dans la vision européenne des choses. C'est ce que j'ai sans HEC. Et visiblement, il se disait bon ben demain on va venir revoir au pouvoir ceux qu'on aime, et on va faire perdurer l'OTAN, et on aura ce en quoi, à mon avis, ils se trompent, parce que je vois pas trop les démocrates. Ils iront dans le sens de ce que fait Trump, hein, évidemment. Ils auront plus à gagner à la paix qu'à la guerre, puisqu'ils auront rien à gagner. Derrière, il y a des financiers, de toute façon. Qu'est-ce que ça leur coûte, qu'est-ce que ça leur apporte? C'est forcément le calcul. Donc, on est effectivement dans une zone de turbulence, pour reprendre par rapport à ce que tu dis. Je valide absolument ton calcul. La zone de turbulence, c'est aussi ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est le basculement du monde en lui-même. Lorsqu'un empire dominant, un monde unipolaire bascule vers un monde multipolaire, on peut s'imaginer que l'empire, eh bien, il fait des pieds et des mains pour rester l'empire et pour rester la première puissance. Et on sent que ça ne sera plus le cas. De toute façon. D'ailleurs, moi, lorsque j'ai entendu Rubio, je me suis dit, bon, ben, ils ont pris en compte le monde multipolaire de demain, mais tu te rends compte qu'à l'intérieur de ce monde multipolaire, Trump a quand même des réflexes primitifs, et je dirais colonialistes, quand il dit aux Indiens, bon, ben, maintenant, si vous n'arrêtez pas de d'acheter du pétrole russe, dans 15 jours, je vous mets 50% de droits de douane, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, là. Tu vois? Donc, on est véritablement, et c'est ça qui le rend difficile à comprendre, on va s'arrêter là, puisque c'est l'heure, on est dans un système hybride, en fait, quelque part. Voilà. C'est ça qui rend les choses difficiles à concevoir, c'est que on a des logiques qui sont véritablement guidées par une vision nouvelle des choses, et c'est celle-là, à mon avis, qu'il faut prendre en compte, parce qu'elle est dominante, et elle va être de plus en plus dominante, mais en même temps, on a encore des réflexes d'autrefois, tant dans la société européenne que dans une partie des élites américaines, qui disent non, l'ordre ancien c'était ça, scrogneux, il faut se battre, etc., etc. Il faut dominer, voilà. C'est comme cette logique-là, en Amérique du Sud, elle fonctionne plus. Tu fais pas faire aujourd'hui au Brésil ce que tu leur faisais faire en 70 ou en 78 quand moi j'habitais au Brésil, tu comprends? C'est plus pareil. Où les gens disaient le président du Brésil, c'est l'ambassadeur des États-Unis. Ils disaient ça à l'époque, quand j'habitais là-bas. Ben, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aucun Brésilien ne dira, je pense, c'est l'ambassadeur des États-Unis qui est notre président. Jamais. Donc, le monde a changé. Le monde a changé. Et voilà. Comme dit dans le chat, eh bien, François s'est autoconclu. La autoconclusion, c'est l'heure.
Tu as raison. Tu vas avoir en effet quelque chose à faire. On avait dit en effet qu'on terminait à 10h30. Oui, parce que j'ai un autre rendez-vous, c'est pour ça. Et c'est passé de 2 minutes. Donc, essayons, de 3 minutes même. On va essayer de rester ponctuel, ou presque ponctuel dans cette matinale qui était un peu compliquée sur le plan technique. Merci beaucoup. Bon, bah écoute, j'espère, on va suivre ça. Hein. Oui, on va. Oui, absolument. Je suis de plus en plus optimiste sur. Bah, tant mieux. Sauf à ce qu'effectivement, il y ait un gros attentat sous faux drapeau. Mais je te dis, les Russes ont tellement une vision stratégique des choses que ils sortiront jamais de leur ligne. Ils ont trop à gagner. Ils sont à 100 mètres de la ligne de gagner la course automobile, à 100 mètres du but. Donc, c'est pas maintenant qu'ils vont arrêter la voiture et qu'ils vont aller se taper sur la gueule avec le chauffeur de la voiture de derrière. Hein. Jamais. Voilà. Bien. Bon, ben, mon cher François, voilà. Donc, ça sera avec Sylvain Ferreira, peut-être un petit dialogue la semaine prochaine, c'est ça que tu prévois? C'est pas peut-être, c'est sûr. C'est mardi sûr. prochain, échange entre Sylvain Ferreira et très bien. entre le permanent du mardi et le GOAT, François Martin. C'est fort bien. C'est très important parce que véritablement, le juge de paix, comme j'ai toujours dit, c'est la situation sur le terrain. Voilà. Exactement. Bon. Et on reconstituera le gang des chauves, à moins que ce jour-là de mettre une perruque de Jean-Brigitte. On verra. Voilà, c'est ça. Bon. Merci. Merci à toi. Hein. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Et bonne journée. Au revoir. Et si vous pouviez faire fructifier votre épargne sans y passer des heures ? Entre les taux qui baissent, les frais qui grimpent et le temps qui manque, épargner intelligemment semble compliqué. Mais grâce à la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde, c'est simple. Chaque mois, nos experts décryptent pour vous les meilleures stratégies financières, les placements malins et les solutions pour faire grandir votre épargne sans prise de tête. Vous aurez accès à des conseils concrets, des analyses pointues et des solutions adaptées à votre profil. Parce que votre argent mérite d'être bien placé. Abonnez-vous à la revue mensuelle de Géopolitique Profonde et reprenez le contrôle de votre épargne.